Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Christine Gratton, aromathérapeute scientifique et énergétique et fondatrice de Viva Solistique. Bonjour Christine, Bonjour Benjamin. merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, ben merci de me recevoir, puis la joie est partagée. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer cette activité? Oui. Je pense que tous les thérapeutes, en tout cas, j'ose croire que tous les thérapeutes en médecine alternative ont une histoire, en fait, souvent de mécompréhension de la médecine traditionnelle. Donc oui, j'ai cette histoire-là dans ma poche, mais à la base, ce qui m'a amené à avoir ce cheminement-là, je pense que ça part de mon enfance. Donc, c'est une histoire un peu romantisée, mais jeune, on avait la chance de passer nos étés en nature. Évidemment, on était loin de l'époque des écrans, on n'avait pas de téléphone cellulaire, on n'avait pas d'iPad, donc on passait nos journées dans la forêt à trouver des roches, à créer des armes avec des bâtons et tout ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en nature à me créer Évidemment, j'étais accompagnée, là, j'avais pas des amis imaginaires, mais de créer des scénarios, des histoires, de se créer des jeux également, puis de découvrir en fait la nature. Des fois, on tombait sur des animaux sauvages, puis ça a beaucoup teinté en fait mon retour à ces sources-là, qui finalement, qu'on a eu la chance d'aller en nature ou pas, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN, si moindrement on regarde notre évolution en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement dans mon cheminement. En tant que jeune adulte, si je reviens à mon histoire là, de médecine, j'ai eu des problèmes de santé et la médecine traditionnelle ne trouvait pas ce que j'avais. Donc, tous les tests étaient beaux, malgré que moi, je ressentais beaucoup d'inconfort. Tu sais, des fois, on se retrouve à l'hôpital, on a des maux de ventre, puis sais, on se dit, mon Dieu, je suis en train de faire une crise d'appendicite, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était comme, non, c'est le stress, c'est dans votre tête, madame, tout est beau et tout ça. Puis évidemment, on est des êtres curieux et on veut toujours aller plus loin. Puis à un moment donné, je suis tombée sur justement une Française avec qui je travaillais qui me dit, ah, as-tu déjà pensé à aller voir une naturopathe? Donc, qu'est-ce qu'une naturopathe? C'était quelqu'un qui travaillait dans une boutique de produits naturels, le type de boutique qui sent souvent pas très bon lorsqu'on est jeune, hein, qui sent un peu patchouli et grano. Et j'avais rien à perdre. Puis, juste en faisant quelques modifications de mon hygiène de vie, de regarder un peu mon alimentation, finalement, j'avais plein d'aliments auxquels j'étais intolérante depuis très jeune, mais bon, des mal de ventre, des maux de ventre, on se dit c'est normal, puis ça va passer. Puis c'est vraiment des problématiques de santé qui m'ont ramené en fait à me rallier à mon essence profonde, à la petite fille qui était en amour, en admiration envers la nature. Fait que c'est ça qui m'a ramené en fait. Puis évidemment, après qu'on ouvre cette porte-là, bonne chance à la refermer parce que c'est bien beau la naturo, mais après on se dit, OK, l'alimentation, les produits. Elle me donnait des mélanges de plantes médicinales à prendre en tisane. Donc, c'est quoi une plante médicinale? Puis, étant encore une fois très curieuse de la nature, moi, je suis une être, souvent, c'est tout ou rien. Donc, j'ai voulu vraiment ouvrir cette boîte-là puis apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre. Donc, évidemment, avec le temps, on peut imaginer que les plantes aromatiques sont venues se greffer à ça, mais l'histoire initiale, les racines de ça, ben, je pense que ça part de nous. Puis, je pense aussi que le vivant avait quelque chose à dire, avait envie de faire partie de mon cheminement. Puis aujourd'hui, drôlement, c'est ma carrière, donc j'ai la chance de vivre de ça, puis de travailler là-dedans, ce qui n'était pas du tout mon objectif au départ, là. Hmm. Et alors, dans ce monde des huiles essentielles, quand on le découvre, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine que
C'est la reconnexion aussi à certains de nos sens, l'odorat. Comment est-ce que se passe justement l'envie d'aller plus loin et d'explorer le vaste domaine des huiles essentielles? Mais c'est quelque chose d'indescriptible. C'est la beauté de la chose. Les huiles essentielles sont arrivées par un atelier de fabrication de savon. Donc, évidemment, je voulais créer mes propres produits pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve, le concept naturopathique de ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir le manger parce que c'est absorbé et tout ça. Donc, lorsque c'était le moment d'agrémenter nos savons avec des arômes, des odeurs, ce qui aujourd'hui, on sait que les huiles essentielles, c'est beaucoup plus que ça. Euh, En ouvrant les flacons, il y a comme une connexion qui est instantanée, il y a un amour inconditionnel, il y a une retrouvaille, puis évidemment, c'est quelque chose une connexion qui est assez forte, justement, parce que tu l'as dit, on a le concept d'odeur, donc ça sent quelque chose, notre odorat est titillé par ça, un sens qui est très primitif qu'on oublie, mais qui est super important. À l'époque, j'étais pas dans la connaissance de ah tiens, ça me rappelle ma grand-mère ou ah tiens, ça me rappelle le sous-sol de l'église parce que c'est un sens qu'on utilise très peu. Donc, lorsqu'on se met à sentir des odeurs, on se dit on sait pas trop différencier quelle odeur est quoi. Même aujourd'hui, lorsque j'offre des ateliers, je fais sentir par exemple de l'orange. Les gens ils me disent ça sent comme l'eucalyptus. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué à travailler nos odeurs, mais c'est une connexion qui est très profonde. Puis je pense, et aujourd'hui on le sait avec les notions de l'olfactothérapie et tout ça, que les odeurs vont vraiment venir apaiser notre système nerveux et il y a quelque chose qui se passe au niveau du système limbique qui fait qu'on va aller passer outre tout le côté cartésien et rationnel de l'être humain, puis on va directement dans nos tripes et dans nos émotions. Donc, on vit une émotion en sentant une huile essentielle. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de physiologique qui se passe. Hmm. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on s'est peut-être déconnecté de ce sens-là, de l'odorat? Puisque c'est vrai qu'on c'est quelque chose que, je prends mon exemple à moi, c'est un sens que j'ai, je crois, pas vraiment développé de manière voilà, assez importante, dans l'idée où bah, je reconnais les odeurs qui sont assez fortes ou désagréables, et puis celles qui sont plutôt agréables, mais c'est toute une éducation aussi, l'odorat. Comment est-ce que ça se passe, tout ça? C'est une bonne question. J'ai aucune idée pourquoi notre sens, pourquoi on n'attribue pas plus d'importance à ce sens-là, même au niveau de la nourriture, parce que lorsque j'ai commencé à étudier, à travailler avec les huiles essentielles, bien, évidemment, mon odorat s'est peaufiné avec le temps, est devenu très, très affiné. Puis au niveau de la nourriture, moi, je prends plaisir à sentir ce que je vais manger, à sentir un verre de vin. Mais souvent, je me fais regarder drôlement. Tu sais, c'est vrai, quelqu'un qui sent sa nourriture avant de manger, c'est un peu, il est un peu bizarre, mais dans le fond, on est primitif, on est des êtres quand même qui venons de la nature. Puis je pense que c'est juste des comportements auxquels on n'est pas habitué ou auxquels on n'a pas été éduqué. Mais je pense que c'est important justement de travailler nos sens. Oui, la vue toujours est utilisée au quotidien. L'ouïe aussi parce que on est des êtres sensibles. On peut être près d'endroits où ils font de la construction, par exemple. On le sait bien ici au Québec, à Montréal, il y a beaucoup de construction. Mais l'odorat, à part le fameux virus qui nous a enlevé l'odorat pendant quelques jours, où là, vraiment, je pense c'est là où on se rend compte à quel point que ça fait partie de notre vie et on s'en rend pas compte. Puis Christian Éloi, qui est un des cofondateurs d'Herbe et Tradition, lorsqu'il enseigne l'olfactothérapie, il nous mentionne que lorsqu'on vit des situations, un choc, un trauma ou quelque chose, c'est toujours associé avec une odeur, même si on ne perçoit pas d'odeur dans l'environnement, il y en a une qui est là inconsciemment. Puis c'est là où je trouve ça intéressant. C'est là où les huiles essentielles peuvent nous aider à nous ramener justement dans cet instant présent euh, pour nous aider à faire travailler quelque chose. Puis c'est vrai que c'est rare qu'on est assis, par exemple, à notre bureau, puis on se dit,
tiens, je vais prendre un instant pour voir qu'est-ce que je peux sentir dans l'environnement. Tandis que lorsqu'on prend une huile essentielle, il faut s'arrêter. On est tout de suite, ça nous ramène dans qu'est-ce que je suis en train de sentir, c'est quoi cette odeur? Inconsciemment, on se dit j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça? J'arrête-tu de la sentir ou je continue? Mais c'est définitivement un sens qu'on doit remettre de l'avant juste par le fameux virus qui fait partie de notre vie aujourd'hui, là. Hmm. Et quand justement on a envie de développer son odorat, toi tu disais que ça t'est pas venu spontanément l'apprentissage forcément de reconnaissance des plantes. Est-ce que tu peux nous partager comment ça s'est passé pour toi cet apprentissage et comment est-ce qu'on peut développer ce sens-là? Ben, pour moi, ça a été très difficile et je pense pour plusieurs personnes aussi parce que lorsqu'on commence à apprendre, là, on parle des huiles essentielles, mais ça peut être les plantes médicinales aussi. C'est comme, on dirait que la montagne est trop grande à monter parce que lorsqu'on se met à prendre des cours, par exemple, d'aromathérapie, ben, on nous présente, bon, on va dire les huiles essentielles les plus communes, mais on s'entend les plus communes, il peut en avoir une vingtaine. C'est beaucoup. Puis souvent, on est comme submergé, puis on se dit, mon Dieu, je vais jamais arriver à apprendre tout ça. Puis même les agrumes, je pense qu'il y a des odeurs évidemment qui sont plus faciles à reconnaître. Justement, lorsque je fais des ateliers, justement, des groupes communautaires ou à des gens qui sont des particuliers, mais souvent, je mets beaucoup l'accent sur les agrumes. Puis lorsqu'on fait passer une essence d'orange douce, par exemple, mais les gens ont le sourire, puis parce ils reconnaissent le jus d'orange, les oranges qu'on mange pendant l'hiver. Euh, donc, pour ça, c'est plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais à reprendre ces cours-là ou dans les cours que moi je donne, justement, je mets l'accent sur, bon, ce qu'on connaît le plus, les oranges, la lavande. La lavande, c'est très emblématique, oui, de la France, mais aussi, les gens ont associé aujourd'hui lavande détente, lavande sommeil, insomnie. Donc, d'y aller avec des odeurs qu'on connaît, je pense que c'est quelque chose qui serait plus simple parce que si je reviens à mon expérience, euh, en fait, c'est qu'on a envie de tout sentir, on a envie de tout connaître, mais après, l'odorat devient saturé. Lorsqu'on est rendu puis on n'est pas habitué, lorsqu'on est rendu, par exemple, à la huitième huile essentielle, on vient qu'on sent plus rien, puis on dit, mon Dieu, j'apprendrai jamais tout ça par cœur. Puis je peux faire un peu le parallèle avec les plantes médicinales. Lorsque j'ai commencé, j'ai travaillé pendant un été dans une distillerie de plantes aromatiques. Puis les propriétaires avaient aussi des plantes médicinales, donc ils faisaient des tisanes. Puis je me rappelle, là, on parle là, de peut-être, on va dire, 6 ans passés. Et j'avais déjà pris mes cours d'aromathérapie, j'étais déjà certifiée et je faisais un petit peu de consultation. J'arrive sur le terrain, je vois toutes ces plantes médicinales et là, je suis là pour cueillir, transformer, apprendre le métier. À la base, j'étais là pour faire les réseaux sociaux, écrire des blogs, justement, tout le beau côté rationnel. Et moi, j'étais certifiée, là, on se rappelle. J'arrive dans les champs, puis je ne suis pas capable de reconnaître toutes les plantes. Je me rappelle pas des noms par cœur. Je me rappelle pas des... Justement, il y a des chémotypes, il y a des types de plantes. Puis une des copropriétaires m'avait dit, prends les plantes comme des amis. Si tu rencontres demain matin 15 personnes, est-ce que tu vas te rappeler de tous leurs noms? Non. Est-ce que tu vas te rappeler de certains traits de leur personnalité? Ben non. Avec les plantes, c'est la même chose. Tu vas apprendre, tu vas les courtiser, puis les apprendre une à la fois, puis à un moment donné, tu vas venir à les connaître. Puis c'est drôle parce que 7 ans plus tard, aujourd'hui, enseignante, reconnue quand même dans ce domaine-là, où j'ai une facilité à les reconnaître, les identifier à l'aveugle. Et là, je vois mes étudiants qui me regardent puis qui ont envie de se projeter un peu dans mon expérience en se disant inconsciemment, je serai jamais bonne comme elle. Puis je leur rappelle cette histoire-là du départ. Écoutez, moi, à un moment donné, j'ai commencé là et j'étais certifiée. Je suis arrivée au terrain puis j'arrivais à rien reconnaître. Puis je me disais, mon Dieu, mes clients en cabinet, ils doivent pas, tu sais, je me sentais imposteur là-dedans. Mais dans le fond, c'est pas qu'on est imposteur, c'est faut juste prendre le temps. Puis je me disais,
si je pour faire ça comme métier ou si c'est pour être une passion à long terme, il est où le rush de tout apprendre, de tout savoir tout de suite? Tu sais, on veut toujours aller vite, mais la nature, elle va pas vite, elle prend son temps. Hmm. Ah oui, et puis même d'ailleurs, le processus même de production d'une huile essentielle, il prend du temps. Alors, est-ce que tu pourrais aussi nous en parler de comment est-ce qu'on en vient à avoir une huile essentielle dans ses mains? À quoi ça correspond finalement une huile essentielle? Quels sont tous les procédés par lesquels ça passe? Wow, as-tu 2 heures devant toi? En fait, ce que je peux te dire par rapport au procédé, c'est, comme tu l'as bien nommé, c'est une chaîne d'activités et d'actions. C'est énorme. Puis, malheureusement, les distillateurs ne rentrent pas dans leur argent lorsqu'ils vendent des huiles essentielles parce que faudrait vendre une huile essentielle, par exemple, 100 dollars. Là, on n'est pas capable de quantifier tout le travail qui est derrière. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un être humain qui est derrière, qui fait des... En fait, si on commence dès le début, euh, même là, vraiment dès le début, on doit avoir des champs, on doit labourer la terre, on doit travailler le sol, on doit planter. Puis des fois, une plante aromatique, on ne va pas la distiller la première année, ça va être la deuxième, la troisième année pour avoir des plants qui sont plus fournis. Donc, si vous vous mettez dans votre tête tout ce que ça prend pour faire un jardin, pour faire quelques pots de plantes aromatiques sur votre balcon, ben on peut transposer ça dans une distillation de plantes aromatiques. Alors, tout ce qui est la plantation des plantes comme telles, le travail aussi, il faut enlever les mauvaises herbes. C'est anodin, mais lorsqu'on distille, puis par exemple, on veut avoir une huile essentielle de lavande vraie, la lavande, elle est reconnue pour être calmante due à ses esters, mais les molécules de mauvaises herbes, qu'est-ce que ça donne ça dans le mélange? On ne le sait pas. Nos recherches sont pas basées là-dessus. Est-ce que dans mes plants, j'ai des insectes ravageurs? Tu sais, c'est vraiment de chouchouter nos plants, de s'assurer qu'ils sont au meilleur de leur forme, lorsqu'on va les cueillir, le cueillir au meilleur moment. Donc, il y a toute une méthode, en fait, pour avoir des huiles essentielles de qualité. Je pense qu'un distillateur serait la personne la plus adaptée pour expliquer tout ça, mais fait que si on continue avec tout ce travail-là, bon, il y a un moment où le plant est prêt, le moment de le cueillir, par exemple. Est-ce que c'est après la rosée? Est-ce que c'est en plein soleil? Est-ce que c'est après la période de chaleur? Ensuite, on a un être humain qui va aller tailler le plant. Puis souvent, on a besoin de beaucoup de matières premières pour mettre dans un alambic. Alors, les plantes, on va aller cueillir plusieurs kilos de plantes pour mettre dans une espèce de cuve. Et si je prends mon expérience lorsque je distillais, ça pouvait nous prendre 3 heures à 3 personnes. Fait que pendant 3 heures, on cueillait, par exemple, les boutons de monarde fistuleuse à la main, un à la fois, parce que on vient à apprendre que ce qui va nous donner le plus d'huile essentielle, c'est pas la branche, c'est pas la tige, c'est pas la racine, mais c'est bien le bouton de monarde. Donc, on peut pas avoir de machinerie. Tu sais, et il y a des endroits qui sont très, très artisanales. Donc, pendant 3 heures, on est 3 personnes, on va remplir des bacs. Donc ça, c'est une chose, sans compter le fait que la distillatrice a emmagasiné ses semences, s'est assurée de savoir comment je fais pour le pousser, sur quel type de sol, combien d'eau je dois donner. Donc, il y a vraiment une préparation qui est immense. Et après, lorsqu'on met dans l'alambic, évidemment, on prend une journée où l'alambic va être disponible, où on va pouvoir, il y a des plantes qui se font, par exemple, les conifères chez nous, ça peut distiller pendant 9 heures de temps. Donc, j'ai quelqu'un qui va être assis à côté, peut-être pas pendant 9 heures, mais qui va s'assurer à chaque quelques heures que la distillation se passe bien. Ça prend beaucoup d'eau également. Donc, on est juste en train, on est sur quelques balbutiements de la distillation d'une huile essentielle. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup faire de l'éducation sur cet aspect à avoir en tête d'où vient la matière première,
comment ça se produit, qui est derrière, c'est quoi qu'est-ce que ça prend en fait pour faire une huile essentielle, pour voir que cette matière-là, elle est précieuse parce qu'aujourd'hui, on a, ben, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais dans les dernières années, on a eu tendance à faire tout et n'importe quoi avec les huiles essentielles, à laver sa cuvette, ses planchers, à diffuser, à mettre des quantités monstres dans des savons. Puis c'est rien contre les gens qui font ça, mais c'est d'avoir cette conscience-là. Parce qu'à un moment donné, dans les quelques minutes que je vous explique une distillation, vous pouvez tout de suite commencer à faire le lien. Est-ce qu'on va avoir des ressources à vitam aeternam pour continuer à fournir le besoin qu'on a créé chez les gens avec ces productions-là? Donc, est-ce que toutes les huiles essentielles qu'on retrouve sur le marché sont naturelles et proviennent d'une plante? La question est non. Est-ce qu'on est capable de fournir le besoin qu'on a créé chez le consommateur? Ben, sans endommager la matière première? Ben, la question est non. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pour ça aussi que l'aromathérapie a sa place. C'est une belle médecine, mais des fois, c'est bien de la mélanger, par exemple, à l'herboristerie, aux plantes médicinales, aux suppléments, à l'alimentation, parce que c'est pas vrai que les huiles essentielles, on en a besoin à tous les jours. Souvent, c'est pour des besoins précis, particuliers, où on va avoir un traitement choc, comme je peux dire, parce que c'est clairement une médecine très puissante. Donc, il faut l'utiliser aussi selon sa puissance et selon ce que ça prend pour avoir une huile essentielle. Puis pour terminer, parfois le particulier ne sait même pas que ça provient d'une plante. À l'époque que je travaillais en boutique, les gens venaient et cherchaient une odeur de Monsieur Net ou une odeur de Febreze, par exemple. C'est des odeurs parfumées là, qu'on peut retrouver dans la maison. Puis les gens recherchaient des parfums, en fait. Puis je leur disais, mais lorsqu'ils se mettaient à sentir les flacons, ils disaient, ah, c'est une drôle d'odeur. Puis je leur disais, oui, mais c'est une plante. C'est sûr que c'est une drôle d'odeur. Quand on se met à sentir la lavande, c'est une chose, mais quand on prend le flacon de vétiver ou de l'ithé citronné ou des choses comme ça, mais oui, ça provient d'une plante. Hmm. Et justement, comment est-ce qu'on, pour celui qui souhaite, euh, comment est-ce qu'on utilise avec sagesse et comment est-ce qu'on reconnecte au sacré des plantes finalement, puisque tu parlais de l'essentiel, c'est des centaines, voire des milliers de plantes dans quelques gouttes. Comment est-ce qu'on voilà, on reconnecte à cette dimension de sagesse et du sacré de la plante finalement et de l'essence de la plante qu'on peut avoir entre les mains? Mais selon moi, c'est d'avoir une intention lorsqu'on les utilise. Puis je parle d'intention. Je pourrais être très spirituelle dans mon discours, comme je pourrais être très rationnelle, dans le sens où, lorsque je parle d'intention, c'est pourquoi j'utilise l'huile essentielle et d'avoir cette conscience-là. Si je prends l'aromathérapie scientifique, tout le monde est malade près de moi. Le rhume et la grippe euh, est en effervescence. J'ai pas envie de tomber malade. C'est l'hiver. J'ouvre moins mes fenêtres pour faire aérer ma maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas distiller, mais bien diffuser des huiles essentielles qui vont aller travailler au niveau de l'air ambiant. Donc, qui vont travailler au niveau de l'atmosphère. Je vais prendre par exemple des agrumes, des conifères. Donc, j'ai un but précis. J'ai pas envie de, par exemple, si j'ai des enfants, les enfants reviennent de la garderie, ils ont plein de toutes sortes de bactéries. Puis là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aseptiser l'air ambiant, ouvrir un peu mes fenêtres. Donc, j'ai vraiment un but thérapeutique, un but précis. Si, par exemple, je suis dans une période où au travail, c'est très stressant, j'ai une journée extrêmement difficile. Euh, je vis des moments d'angoisse. Je veux diffuser des huiles essentielles pour me créer une atmosphère dans mon bureau. Je vais diffuser, par exemple, de la lavande vraie avec peut-être de la mandarine, de la marjolaine à coquille, des huiles essentielles très calmantes. Mais je vais pas diffuser dans mon bureau pendant 9 heures à outrance, pendant que moi, finalement, je suis en réunion dans une autre pièce toute la journée, puis que mon diffuseur est dans mon bureau en train de diffuser pour personne. Donc, c'est vraiment d'avoir
cet objectif-là de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Puis, ben, au niveau plus psycho-émotionnel, si je reprends l'idée de l'angoisse, par exemple, et j'ai envie de travailler avec la lavande, j'ai envie de prendre un 2 minutes, de fermer mon écran, de prendre une pause, de faire de la cohérence cardiaque avec une goutte d'huile essentielle de lavande que je vais aller appliquer au niveau de mes poignets. Je vais mettre mes mains en cathédrale, donc je vais respirer consciemment l'huile essentielle, prendre quelques respirations, m'attribuer un moment où j'ai pas d'appel conférence, j'ai pas les courriels qui rentrent, juste pour, OK, là, j'ai besoin d'un time-out, de revenir à moi, de revenir à mon essentiel, de prendre 2 minutes là, de ma journée qui est hyper stressante, puis après, hop, je continue le travail. Fait que pour moi, c'est un conseil qui est très simple, mais c'est de se dire, OK, pourquoi je diffuse? Tu sais, c'est là où on va avoir plus d'impact. C'est pas de dire, ah mon Dieu, je suis hyper stressée, tout ça. Hop, je mets de la lavande dans mon diffuseur, je pars, je m'en vais faire du lavage, je pars faire l'épicerie, je reviens. Est-ce qu'on va avoir une action thérapeutique? Peut-être pas. Ou en tout cas, beaucoup moins efficace qu'elle pourrait l'être. Hmm. Et selon toi, c'est quand les cas les plus où ça a le plus de sens justement d'utiliser des huiles essentielles? Tu parlais de ces moments-là pour se recentrer, des moments aussi pour aseptiser la maison. C'est quoi les autres moments peut-être qui te semblent les plus cohérents où les huiles essentielles peuvent vraiment euh, nous nourrir et apporter quelque chose d'essentiel? Mais il y a tellement de concepts en aromathérapie scientifique que ça peut être j'ai mal au ventre, j'ai mangé quelque chose qui passe pas. Par exemple, quelqu'un qui a des intolérances alimentaires, malgré qu'on met de côté ces aliments qui nous irritent, il y a des gens qui ont des fragilités, par exemple, puis ils vont manger un repas où euh, ils ont un système nerveux qui est plus agité depuis quelques jours, donc le système digestif va être plus fragile. On va manger quelque chose, même s'il n'y a pas de nos intolérances dans le repas, on va avoir des mal de ventre. Donc, j'ai, on pourrait tout simplement dire que chaque inconfort, affection peut être jumelé qu'une huile essentielle parce que comme ça peut être jumelé à une plante médicinale, comme ça peut être jumelé à un supplément. euh, donc, par exemple, ça peut être un mal de tête, ça peut être un inconfort digestif, ça peut être pour se détendre dans le bain. En fait, les huiles essentielles peuvent être utilisées presque à toutes les sauces, sans faire un mauvais jeu de mots. Euh, le but, le but, en fait, c'est d'utiliser ces plantes aromatiques-là pour nous élever. Souvent, moi, je vois les huiles essentielles, si je parle au niveau de l'aromathérapie scientifique, évidemment, on peut se soigner, ça peut être une médecine de terrain, oui, mais la façon que moi, je les vois, c'est vraiment un outil qui va aider mon système à me supporter pendant un moment X. Pour moi, c'est ça une huile essentielle. C'est pas de les utiliser à tous les jours pendant des mois et d'être dépendant de ça. C'est vraiment de pouvoir se dire, OK, là, je me sens pas bien, je sens une crise de panique arriver, je vais aller chercher une huile essentielle que je vais respirer en conscience. Et ça peut m'aider à désamorcer une situation. Hmm. Donc, ce discours-là va un peu à l'encontre de ce qu'on parlait au préalable, dans le sens que on veut pas les utiliser à toutes les sens, on veut faire attention, mais en même temps, je pense qu'en prenant une goutte de basilic exotique, par exemple, pour un inconfort digestif, on est loin de laver sa cuvette à tous les jours avec des huiles essentielles ou on est loin de euh, d'autres applications qui pourraient être un peu plus loufoques. Puis c'est certain que ce sont des écoles de pensée parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient dire, ben, j'aime mieux utiliser des huiles essentielles que des produits chimiques. Tout à fait, vous avez raison, là. Euh, mais en fait, c'est de les utiliser selon notre besoin, selon comment nous, on le ressent. Moi, je vous parle de ma perception, mais la tienne pourrait être complètement différente de comment moi j'utilise les huiles essentielles. Malgré que je suis aromathérapeute certifiée, vous allez peut-être être surpris d'entendre que j'utilise très peu les huiles essentielles. Par contre, quand j'ai un besoin, elles sont toujours au rendez-vous. Elles vont toujours m'aider, m'appuyer. Elles vont
peut-être pas tout le temps enlever la crise de panique ou elles vont peut-être pas tout le temps enrayer la difficulté, mais mon Dieu que c'est un support incroyable en fait pour s'accompagner au quotidien, un peu comme les fleurs de bac, comme le fameux mélange Rescue qui peut nous aider dans une situation X. Ça peut être une difficulté pendant une réunion, ça peut être une crise de panique, ça peut être un transport en voiture qui est difficile. Le Rescue, il va comme s'adapter selon ce qu'on vit. Ben, les huiles essentielles, c'est la même chose. Hmm. Et tu parlais justement de l'aromathérapie scientifique et l'aromathérapie énergétique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des deux et des synergies et des connexions qu'on peut avoir entre ces deux approches? Oui, tout à fait. Ben, l'aromathérapie scientifique, en fait, c'est de se soigner avec les huiles essentielles. Donc, c'est une thérapeutique justement qui provient de l'Europe, donc qui est enseignée par des médecins, des pharmaciens. Donc, c'est vraiment une médecine, en fait, qui, selon moi, devrait être utilisée au plein potentiel. Alors, c'est pour tout mot, infection, inconfort, là, on est vraiment sur le côté symptomatique de ce qu'une personne peut vivre. Comme je nommais, mal de ventre, mal de tête, mal des transports, indigestion, nausées, vraiment tous les inconforts physiques. Donc, on travaille sur le corps physique. Tandis que pour moi, l'aromathérapie énergétique, on a plusieurs termes. Aujourd'hui, on est capable de se dire, selon certaines approches, l'aromathérapie énergétique, c'est relié à notre constitution, à notre tempérament. Ça peut être aussi le côté psycho-émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'une personne vit? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quelles sont les émotions qui accompagnent pendant un certain moment de sa vie donné? Donc, c'est le côté un peu plus holistique. Puis c'est là où on va chercher l'espèce de terme qu'on utilise lorsqu'on dit on veut agir sur c'est quoi le corps, l'esprit, etc. Donc, faire ce pont entre l'être humain qui n'est pas juste un être rationnel, mais qui a également un côté plus spirituel. Puis c'est la magie, en fait, de mettre les deux ensemble. Puis si je peux expliquer un peu plus sur ce concept-là, lorsque j'ai étudié l'aromathérapie, évidemment, j'ai étudié l'aromathérapie scientifique. Donc pour moi, c'était très magique de connaître cette thérapeutique-là parce que j'étais capable de me soigner au quotidien, d'être autonome, de pas cogner aux urgences ou chez le médecin à tout prix. Puis mon discours ne se veut pas tu sais, j'ai pas envie de dire n'allez plus voir le médecin, prenez plus de médication. C'est juste que, je sais pas par chez vous, mais ici, les gens n'ont pas de médecin de famille. Les urgences sont bondées. Donc, d'avoir quelque chose qui peut nous faire du bien, nous soulager jusqu'à temps d'avoir une consultation médicale. C'est la même chose pour le mal de dents. Les huiles essentielles sont incroyables pour quelqu'un qui a un mal de dents, mais l'huile essentielle ne va pas aller changer ce qui se passe dans la bouche du client, mais va vous aider à avoir un peu moins mal jusqu'à vous rendre à votre rendez-vous chez le dentiste. Donc, c'est quelque chose qui est indéniable aujourd'hui d'avoir, que ce soit de l'alimentation vivante, que ce soit des suppléments, des plantes médicinales, les oligo-éléments, les fleurs de bac. Ce sont des outils qui vont nous aider à être plus autonomes, puis à prendre notre santé en main. Donc, souvent, le côté corps physique va venir en premier parce que ben on est un être humain, on est sur Terre, on vit sur Terre et on vit toutes sortes d'inconforts. Donc ça, c'est génial, mais à un moment donné, j'ai commencé à travailler en cabinet et d'avoir des gens en consultation. Et justement, l'être extrême que je suis, j'avais pris des formations avec Dominique Baudou, Aude Maillard, tous les grands pionniers de l'aromathérapie. J'avais des recettes, des synergies béton et je commençais à étudier aussi en herboristerie les systèmes, les pathologies. Donc, j'étais quand même bien calée pour faire ce type de consultation-là. Et rapidement, j'avais pas les résultats escomptés. Donc, moi, je savais à quel point que l'aromathérapie pouvait être phénoménale. Je l'avais expérimenté sur moi et sur mes proches.
évidemment, lorsqu'on commence, peu importe la thérapeutique, on teste plein de choses sur nous et nos proches, notre famille, ce sont nos cobayes. Donc, je savais à quel point que ça pouvait faire. Ça pouvait être de l'ordre du miracle. Mais chez mes clients, j'avais pas ce wow, je retrouvais pas euh, ces résultats vraiment bénéfiques et optimaux. Puis, la journée où j'ai commencé, étant donné que je suis une ancienne intervenante psychosociale, donc le côté écoute, le côté empathique, bienveillant, d'accueillir une personne dans ce qu'elle vit. Je commençais à écouter ce qui se passait dans la vie des gens, dans une consultation. Évidemment, on fait un questionnaire 360, une anamnèse pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ses objectifs, sur quoi elle veut travailler, tout ça. Puis le moment où j'ai commencé à ajouter des huiles essentielles vraiment purement instinctivement, en fait. J'avais aucune formation. Euh, c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de résultats, en fait. De me dire, par exemple, quelqu'un vivait beaucoup de stress dans sa vie, mais je rajoutais un petit peu de lavande. Je lui disais, ben, avant de te coucher, applique la lavande, par exemple, sur tes poignets ou de quelle façon que tu peux en mettre, par exemple, dans ta chambre à coucher pour t'aider à dormir et tout ça. Et c'est vraiment là où je me disais, ben oui, ça fait sens parce qu'on est des êtres spirituels, on est des êtres qui vivons des émotions, qui vivons plein de choses au quotidien, euh, que ce soit une situation difficile au travail ou que ce soit un rite de passage dans notre vie. On se sépare, on se divorce, on arrive à la ménopause. Il y a plein de choses qui sont gorgées d'émotions, justement. Et c'est vraiment là où j'ai voulu en savoir plus. Puis c'est quand même assez comique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation en aromathérapie énergétique, holistique ici en Amérique du Nord. Puis j'écrivais là, à mes confrères, consoeurs en Europe, tu peux-tu me donner des formations? Tu peux-tu me former? Puis les gens me disaient toujours, mais je peux pas te former à distance, ça fonctionne pas comme ça. Puis moi, j'étais très rationnelle dans ma façon de penser. Puis aujourd'hui, en me connectant moi-même beaucoup plus avec les plantes, ben, je comprends pourquoi ce c'est pas des choses qui proviennent de la théorie ou des livres, parce que lorsqu'on vient à jumeler le côté plus holistique des plantes, ben, on va aller regarder la plante dans son climat, dans son ensemble, comment elle pousse, c'est quoi sa signature, c'est quoi sa forme, sa couleur, comment je me sens à côté d'elle. C'est toutes des choses finalement qu'on peut pas apprendre dans les livres, qui fait en sorte que le fait de marier le côté holistique et scientifique, ça fait quelque chose de phénoménal, justement. Puis pour avoir travaillé en boutique d'aromathérapie, les gens les plus cartésiens qui venaient pour des conseils sur une indigestion, sur les affections de l'hiver, ben, tôt ou tard, il arrivait souvent avec une question du type, ouais, en ce moment, je donne beaucoup de conférences, puis des fois, j'ai le trac avant de monter sur scène, puis t'aurais pas quelque chose pour moi. Fait que finalement, le côté holistique fait partie de l'être humain, du tout, en fait, de l'être humain. Donc, pour moi, c'est indissociable. C'est deux façons de voir l'aromathérapie. Puis, ce qui est beau, en fait, c'est que les gens ils vont étudier l'aromathérapie scientifique, puis souvent, ils ont envie d'en apprendre plus sur cet ami-là, en parenthèse. Ils ont envie d'en apprendre un peu plus sur, mais c'est quoi cette plante-là? À quoi ça ressemble? Ça goûte-tu bon? Ça sent quoi sur le terrain? Puis je pense honnêtement, c'est l'aromathérapie de demain. Parce que même les grands pionniers de ce monde, même Dominique Baudou, en 2019, nous parlait d'olfactothérapie et de l'effet que pouvaient avoir les odeurs sur nous. Donc, même les gens les plus cartésiens commencent à reconnaître et à partager, en fait, cette façon-là de voir les plantes. Hmm. Tu parlais aussi des plantes médicinales et souvent ce pont-là entre l'aromathérapie et les plantes médicinales. Est-ce que tu pourrais nous en parler et aussi de justement de cette parce que c'est des domaines qui sont assez spécifiques et avec lesquels il faut agir le plus souvent avec
avec prudence, que ce soit pour les huiles essentielles et les plantes médicinales. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette sagesse derrière et, euh, et de, ouais, de ces domaines-là, de comment est-ce qu'on peut aussi connecter aux plantes? Il y a beaucoup de questions, mais je crois que tu OK, pourras. oui, si jamais j'en oublie une, là, tu reviendras avec la question. Euh, moi, j'aime beaucoup le mariage plantes aromatiques et plantes médicinales. Parce que la façon que moi je vois la chose, si je prends par exemple le côté symptomatique de cette médecine, l'aromathérapie, c'est une médecine très puissante qui agit rapidement. Souvent, lorsqu'on a une problématique X et on commence à utiliser les huiles essentielles, si, là je fais des généralités, on s'entend, il y a toujours des exceptions à la règle, mais si j'ai pas des résultats dans les premiers jours, dans les premières semaines, c'est parce que je suis soit sur les mauvaises huiles essentielles, sur la mauvaise racine de ma problématique. Tout de suite, j'ai une indication, je suis pas sur la bonne chose, donc il faut que je me réaligne. C'est ça qui est génial avec les huiles essentielles. C'est puissant. Moindrement qu'on est hypersensible, il faut vraiment diminuer les dosages. C'est assez rapide. Le corps réagit très bien avec les huiles essentielles, mais parfois, on a des sensibilités, on a des pathologies qui sont plus chroniques, on a des fragilités qui font en sorte le fait d'intégrer les plantes dans notre quotidien, c'est ça qui va être plus bénéfique. Par exemple, on le sait que l'ortie, c'est une plante miraculeuse qui a plein de minéraux, qui va travailler à plein de à différents niveaux, justement. Puis l'ortie, c'est même une nourriture. On peut faire du potage avec cette plante médicinale. Donc, c'est une plante à intégrer au quotidien, pas juste lorsque j'ai un besoin spécifique. Donc, pour moi, c'est un mariage qui est parfait de me dire, mes plantes, je les ramène dans ma vie. C'est une nourriture, les plantes, c'est une alimentation. Je peux boire de l'avoine à tous les soirs sans problème pendant des mois. Tandis que les huiles essentielles, je vais pas prendre des huiles essentielles à tous les jours pendant des mois. Justement, il y a certaines précautions étant donné leur puissance et leurs molécules qui font en sorte que je vais doser. C'est pour ça que les deux se marient très bien et les plantes médicinales, on va avoir moins de contre-indications étant donné qu'on peut les percevoir comme une nourriture. Évidemment, il y a des contre-indications, hein. C'est lorsqu'on est sur une clientèle plus fragilisée comme la femme enceinte, la femme allaitante, les jeunes enfants, la personne plus âgée, la personne qui a des atteintes neurologiques. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout est beau, puis prenez des plantes comme vous le voulez, mais pour moi, ça résumerait le mariage qui est possible de faire entre les deux. Puis ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'on revient à la base, que les huiles essentielles, ce sont des plantes aromatiques, ben on peut faire le pont, puis se dire, OK, est-ce que je vais du côté des plantes aromatiques ou des plantes médicinales? Évidemment, ça va avec les contre-indications. Et ta deuxième question, c'était justement comment on fait pour faire attention à la prise de ces plantes-là. C'est bien ça? Il y avait cette question-là et aussi la question de la connexion aux plantes. Quand on parle de se connecter à une plante, comment est-ce qu'on peut se connecter à une plante et de quelle façon selon toi? Il y a plusieurs différentes façons. Puis, j'ai pas envie de vous donner une marche à suivre parce que c'est là où je trouve qu'on se trompe lorsqu'on fait ça. Comment on se fait pour se connecter avec une plante? Ben, premièrement, c'est d'aller à sa rencontre. Aujourd'hui, on est beaucoup en ville, euh, malgré qu'il y a eu un retour aux sources depuis quelques années, mais des fois, le travail ou les endroits où on doit être, c'est près de la ville, puis on n'est pas assez en nature. Ou c'est peut-être le fait que lorsqu'on arrive en nature, il y a une espèce d'imprévisibilité parce qu'on est sur un terrain qui n'est pas familier, qu'on connaît pas. Tu sais, des fois, on se dit, ah ouais, aller en nature, voir les plantes, ouais, ouais, je vais le faire cet été. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que justement, il y a tellement une grande notion d'inconnu, puis pas de facteur de stress, mais on dirait qu'on ose moins ou on doit se forcer un peu plus à y aller. Puis souvent, les gens sont nombreux à prendre des cours de botanique, mais est-ce qu'ils sont aussi nombreux à aller en nature?
prendre un moment avec une plante pour la photographier, pour la toucher, pour la dessiner, pour s'asseoir à côté d'elle, pour voir qui est alentour, qu'est-ce qui pousse alentour. On dirait que, on dirait qu'il y a quelque chose de plus difficile à faire ça. On dirait que ça nous confronte à nous-mêmes parce qu'on doit être dans un état de contemplation. On doit être dans un état où on n'a pas notre téléphone cellulaire, où on a du temps devant nous. Puis je trouve qu'on est dans une société qui va tellement vite que de s'asseoir et de prendre le temps, parfois, ça peut être épeurant. Donc, numéro un, comment on fait pour connecter avec une plante? Ben, c'est d'aller à sa rencontre. Puis là, je parle de la nature, OK? Je suis peut-être dans le scénario parfait, mais les grands herboristes de ce monde vont souvent dire, lorsque vous allez en ville, là, les plantes médicinales, là, c'est nos mauvaises herbes, là. C'est ce qui pousse dans les craques de ciment, c'est le pissenlit qui est partout au printemps. C'est ça, les plantes médicinales. Fait que des fois, oui, dans un monde idéal, on se met en nature, mais il y en a partout. Vous allez dans un parc urbain, là, je vous mets au défi de trouver une plante médicinale. Vous allez en trouver 4 dans le temps de le dire, c'est sûr et certain. Donc premièrement, d'être au contact avec celle-ci, puis de prendre un moment. Je sais que c'est inconfortable, mais de s'asseoir à côté de la plante, puis de l'observer, de la regarder, un peu comme lorsqu'on achèterait un nouvel oracle, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, là, je tombe dans quelque chose de plus spécifique, mais lorsqu'on achète un nouveau livre, un oracle, un tarot, euh, que ce soit un livre de cuisine ou un livre de développement personnel, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison. On a comme ça entre les mains, puis on s'assoit, puis on tourne les pages, on regarde les images. Tu sais, c'est ça, en fait, de prendre le temps. C'est, c'est de s'asseoir, puis de prendre 2 minutes, puis de regarder, de la toucher, de la sentir, de la goûter, puis de pas avoir peur, en fait. Oui, il y a beaucoup de précautions. C'est important d'avoir ça en tête, mais j'ai l'impression que dans notre société, on a tellement axé sur le côté dangereux des plantes, sur les précautions justement. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas fait reculer un peu l'humain avec la nature puis les plantes en mettant tellement d'emphase sur le concept de dangerosité? Pour les huiles essentielles, c'est le meilleur exemple. Je suis consciente que lorsqu'on s'adresse au grand public, on doit avoir un discours X. On peut pas dire ah, tout est beau et aucun problème. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur les contre-indications parce que des fois, les gens vont faire un peu n'importe quoi chez eux. Donc, oui, il y a des façons d'aborder puis d'éduquer, mais d'un autre côté, des fois, ça fait partie de concepts qui fait sens. Par exemple, je donnais une conférence hier, puis les gens me posaient la fameuse question, les huiles essentielles et les animaux. J'ai entendu que c'était hyper dangereux, puis ah mon Dieu, puis j'évite d'utiliser ou de diffuser les huiles parce que j'ai un chat à la maison ou j'ai un chien à la maison. Puis souvent, lorsque j'explique, moi je vulgarise, je fais des blagues parce que je veux que les gens se rappellent de ça et je veux désamorcer. Je suis pas en train de dire que tout est beau, mais en même temps, je dis aux gens, OK, regardez, pour le chat, les huiles essentielles sont toxiques. Ce qui veut dire que si vous vous appliquez une pommade sur le genou, par exemple, parce que vous avez de l'arthrose, on se lave les mains après. Évidemment, on évite que le chat vienne nous lécher les mains. OK, c'est du gros bon sens. Donc, on fait attention. Après, on dit c'est toxique, mais moi, lorsque je me fais un bain, je mets de la mousse puis je mets des huiles essentielles. Mon chat vient lécher mon bain moussant. Je l'enlève de la pièce, mais le lendemain, il est encore très vivant chez moi, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a des contre-indications, mais c'est vraiment pour éviter des situations fâcheuses. Et je suis pas en train de dire de laisser votre chat lécher votre bain moussant, mais c'est juste pour comme dédramatiser la chose. Puis après, je dis aux gens, ce qu'on veut pas, en fait, c'est d'embarrer notre animal dans une petite pièce puis de diffuser pendant 9 heures des huiles essentielles. Puis, tu sais, je vais souvent à l'extrême dans les situations, ça fait rire les gens, mais je leur dis, vous voyez, c'est le gros bon sens, en fait. Donc, c'est comme, tu sais, il y a une balance à avoir par rapport à ça. Oui, il y a des contre-indications, oui, on veut bien les utiliser, mais en même temps, entre utiliser quelque chose et ne pas l'utiliser parce que j'ai tellement peur, puis d'aller vers
vers des choses un peu plus toxiques pour moi, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est le moins dommageable? Donc, une grande parenthèse, mais je trouve que c'est important de se ramener par rapport à ça, puis limite de se dire, OK, les huiles essentielles, ça m'intéresse. J'ai envie de les utiliser avec un peu plus d'aisance. Puis moi, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Je vulgarise l'aromathérapie pour que les gens puissent avoir une posture de confiance qui soit agréable pour eux. Parce que souvent, c'est rien contre les cours d'aromathérapie scientifique, mais c'est tellement scientifique, c'est tellement complexe que les gens sortent des formations et ont trouvé ça agréable, mais demandez-leur pas aucune question, ils n'ont aucune idée, ils peuvent pas vous le redire. Puis ils ont pris le cours de 90 heures, ils mettent ça de côté, puis 4 ans après, ils ont envie de se remettre aux huiles essentielles. Mais oubliez ça, là, si on ne pratique pas, on a tout oublié. Puis c'est là où je pense que c'est important de rendre cette thérapeutique-là accessible et de la vulgariser. Pas de faire n'importe quoi, mais quand même de ne pas prendre ça comme si on avait une bombe entre les mains. Pas vraiment le cas. Je sais qu'il y a différentes écoles de pensée, je vais peut-être faire réagir des gens, mais oui, il y a des précautions, mais en même temps, il y a une façon de bien les apprendre pour les utiliser. Puis il y a plusieurs huiles essentielles qui ont pas de contre-indication, qui peuvent être dans notre pharmacie, à la maison, qu'on peut utiliser sans problème. Ouais, c'est un mélange entre prudence et sagesse, et puis j'imagine de bon sens aussi, comme un peu dans nos vies, où c'est peut-être ça qui doit gouverner le bon sens pour qu'on puisse s'y retrouver. Et tu parlais justement de ces peurs euh, qui sont nourries de plus en plus entre l'humain et la plante, l'humain et la forêt, l'humain et la nature. Comment est-ce qu'à ton avis, on peut recréer du lien et s'affranchir de ces peurs envers l'extérieur et ces peurs envers, on va dire, le monde et l'inconnu? Est-ce que la plante aussi, elle peut participer à ouvrir un peu notre champ de conscience par rapport à ça? Mais tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, j'ai envie de dire, un peu comme les animaux, des fois, on n'a pas choisi un animal, mais l'animal est venu à nous. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Tu sais, des fois, ça arrive qu'un animal se présente, on finit par l'adopter, puis finalement, on n'avait aucun objectif d'avoir un animal supplémentaire. Mais c'est ça qui est beau, en fait, avec les lois de la nature, parce que au niveau de la plante, de la forêt, ça peut faire la même chose, dans le sens que si je prends un extrême, si je suis un être qui est solitaire, qui n'a pas envie de sortir de la maison, qui a peur un peu de l'inconnu dans la forêt, j'ai pas trop envie d'y aller, mais moi, je crois beaucoup que, ben, à un moment donné, il va y avoir une synchronicité, puis ça va se présenter à nous, où je vais avoir un ami qui va me dire, viens, on va aller magasiner à tel endroit. Finalement, on bifurque, puis on s'arrête dans un parc pour prendre une collation, puis on va être mis au contact, en fait, qu'on le veuille ou pas, je crois et je l'espère. Euh, Puis, comment on fait pour amener un peu plus ce contact-là à l'être humain? Je pense que c'est en éveillant nos consciences, en fait, en travaillant sur l'être humain comme tel, en ayant une attitude bienveillante, tu sais, envers soi, envers les autres, ben ça fait que ça ouvre à de nouveaux horizons, ça nous ouvre à vouloir essayer de nouvelles expériences. Donc, je pense que ça passe par l'évolution de l'être humain et par son développement. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix avec ce qu'on vit, puis sans nécessairement parler du virus, mais avec l'économie actuelle, avec ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de négativité, puis on peut plus faire les choses de façon robotique sans se poser de questions. En tout cas, je suis peut-être rêveuse en disant ça, mais je pense qu'on est à cette croisée des chemins-là. Peu importe ce qui se passe dans l'astrologie avec les transits et tout ça, mais je crois vraiment que l'être humain est à la croisée des chemins, puis que les gens de plus en plus ben, vont chercher réconfort dans la nature. Ça a déjà commencé. Les gens travaillent à distance, les gens vont se réfugier et même, je pense que les personnes
les plus cartésiennes, qui sont pris dans leur tête. Lorsqu'ils vont en nature, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui s'éveille. Puis en même temps, là, on parle beaucoup de la nature, mais ça peut être de se relier à un élément. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait l'acquisition d'un bateau, qui ont été un peu plus sur l'eau. Puis, ben, l'eau va amener un espèce de calme, va amener les montagnes au loin, va amener justement cette vision-là où on n'est pas toujours en train de regarder près de nous, donc nos écrans sont prêts. Tandis que d'aller en nature, ben, ça ramène à ça ramène à regarder au loin, de voir des paysages. Puis je pense que malheureusement ou heureusement, l'être humain a besoin de s'apaiser parce que je trouve qu'on contrôle moins notre environnement qu'autrefois. Je ne sais pas si c'est moi qui prends de l'âge ou c'est vraiment le fait que des fois, on a bien beau vouloir des choses, mais l'économie, le monde, la société, les façons de faire ont changé, sont différents. Ça apporte énormément d'inconfort chez l'être humain. Ça a apporté un concept d'adaptabilité énorme. Avec notre système nerveux, là, on dit qu'il est surchargé depuis plusieurs années avec les écrans, mais pas juste les écrans. Puis je pense que ça serait de se mentir de dire que personne vit de l'angoisse de temps à autre. Puis on l'a bien vu dans les dernières années, quelqu'un qui était très stable, très ancré, a commencé à vivre en silence un peu des moments d'inconfort qui peut amener de l'angoisse. Puis on a besoin de s'apaiser plus que jamais. Puis je pense que ben, la nature, comment on dit, c'est notre ticket en fait au bonheur, puis à la joie de vivre, puis à l'apaisement. C'est, c'est c'est obligatoire, je pense, de se ramener là-dedans parce qu'à un moment donné, on vient qu'on étouffe dans cette société moderne-là. Tu sais, même si on oublie le virus, juste la technologie, là, c'est incroyable pour plusieurs choses, mais d'un autre côté, c'est anxiogène. C'est mon Dieu, il y a de l'intelligence artificielle, c'est là, c'est présent, puis c'est pas le monde de demain, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc, l'être humain, on n'est pas un robot. On a besoin de se recharger. Puis pour certaines personnes, ça peut être de passer une journée au spa avec les bruits de l'eau, avec la détente, le silence, même si on est dans un spa urbain. Ces spas-là ont fait en sorte qu'on se sente comme à la maison. Pour moi, là, c'est obligatoire. Ça va se passer qu'on le veuille ou non, je crois. Hmm. Et justement, comment est-ce qu'on peut, à ton avis, faire preuve de résilience et développer ce côté-là? Puisque, avec, comme tu disais, avec cet avenir qui semble incertain et avec différentes problématiques un peu sur tous les plans, comment est-ce qu'on peut traverser ça le plus en douceur? Avec les plantes aromatiques ou médicinales, c'est sûr, on Hmm. peut. C'est quand on y pense, comment on fait pour être résilient puis passer au travers de tout ça? Ben, c'est avec le retour aux sources, c'est avec la nature, c'est avec ce qui fait partie de nous. C'est ce qui a fait partie de nous, c'est ce qui nous a créés dès le départ. En enlevant tout ce bruit-là qui est autour de nous aujourd'hui, comment je fais pour me reconnecter? Ben, je me reconnecte aux sources. Puis je pense que oui, dans un monde idéal, c'est de se ramener en nature, de même de vivre en nature dans un monde des plus idéal, mais on s'entend qu'on n'est pas là, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, pour moi, les huiles essentielles, les fleurs de bac, les tisanes, les plantes médicinales, c'est cet outil-là qui va venir nous aider dans un moment précis pour s'élever, pour prendre la hauteur, pour s'accompagner au quotidien. C'est eux, en fait. C'est eux qui vont nous aider dans ce monde moderne-là. Puis c'est un outil qui est facile, qui est accessible, qui est facile à utiliser, qu'on peut transporter un peu partout. C'est clair que c'est ça. Hmm. Et comment est-ce que tu perçois l'avenir pour toi et tes projets avec ton école? Et puis aussi, globalement, l'avenir, comment est-ce que tu le perçois pour nous tous, entre guillemets? Comment est-ce que tu vois un peu les choses pour plus tard? Hmm, c'est une bonne question.
je suis un peu trop dans le moment présent. J'ai pas pensé à ce que demain allait nous réserver. Je pense que c'est sain aussi parce que ça serait peut-être un peu anxiogène, mais pour revenir à ce que je mentionnais, le monde de demain, je perçois vraiment que les gens vont revenir à la nature, vont revenir aux sources. Euh, c'est un mouvement qui est en vogue, mais nous, on le sait que c'est pas un mouvement, que ça fait partie de nous, notre ADN. Mais je travaille justement sur certains projets pour développer des maisons de répit, des endroits d'hébergement pour des clientèles qui sont fragilisées. Donc, je trouve ça magnifique qu'aujourd'hui, les politiciens, les gouvernements, les universités, les médecins traditionnels ont acquiescé que la nature est guérisseuse à bien des égards, puis que c'est une façon accessible et gratuite, on va le dire, de faire du bien à notre société qui est un peu malade. Donc, moi, ce que je perçois pour le futur, c'est de se ramener en nature, en fait, que ce soit ponctuel ou sur du plus long terme. C'est ça l'avenir. Heureusement pour nous, c'est un concept en vogue. Mais je pense vraiment que c'est ça l'avenir parce qu'à un moment donné, on peut avoir à la vitesse auquel on évolue, à un moment donné, on va quoi? On va éclater, on va exploser. Donc, on a besoin de se ressourcer pour continuer à mieux avancer. Donc, ça serait ma vision pour le futur. Puis, pour mes projets, pour mon école, euh, l'école va très, très bien. Euh, j'ai plein de cours, en fait, de conférences, de formation continue que j'ai offert depuis l'an dernier que je suis en train de mettre sur la plateforme. Alors, plus de diversité de cours. Aujourd'hui, c'est une école d'aromathérapie en ligne, mais je vous donne le teaser qu'il va y avoir plus que de l'aromathérapie. Évidemment, à m'entendre parler sur les fleurs de bac, peut-être de la Gémeaux, des plantes médicinales. Donc, il va y avoir d'autres enseignants qui vont se greffer à l'école et qui vont venir partager l'amour qu'on partage du vivant. Et je continue à enseigner un peu partout, à offrir des conférences. Et je vais faire mon premier pas en France officiellement cet été. Donc, j'ai des beaux projets avec vous, la France. Puis c'est un rêve pour moi depuis toujours de pouvoir partager mon enseignement, ma vision avec plus grand que le Québec, l'Amérique du Nord. Alors, c'est les projets qui m'attendent. J'en dévoile pas plus, Hmm. mais vous allez pouvoir me voir sur le continent français bientôt. Bah, génial, on a hâte d'en savoir plus. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Hmm. Le message serait de laisser entrer le vivant dans votre vie, de peu importe la façon que vous avez envie de le faire. Et comme ça va pas cloisonner les gens dans une façon de faire parce que souvent, je trouve qu'on est bon à avoir des protocoles, à avoir des situations idéales et tout ça, mais si je pouvais semer une graine chez une personne aujourd'hui, ce serait d'envoyer le défi à quelqu'un de laisser entrer le vivant dans sa vie d'une façon consciente, évidemment, que ce soit avec une huile essentielle, que ce soit avec une plante verte qu'on a à la maison, mais c'est de s'octroyer ce privilège-là, de faire entrer le vivant. Hmm. Ça serait mon dernier message. Ah, merci beaucoup. Euh, Vous qui nous écoutez, vous pourrez trouver les liens vers les différents canaux de diffusion de Christine en description du podcast. Vous pourrez trouver également un lien pour soutenir l'association nutritive pour planter des forêts comestibles. Encore un grand merci Christine pour ce moment partagé et à bientôt pour un prochain podcast.